Bonjour à tous, je me présente, je suis Loïc, je suis lead SRE chez VP. Chez VP, pour info, en termes de contexte, on est dispatché en tribe. Chaque tribe est une business unit. Je suis à la Tribe Foundation. Donc, l'objectif de la Tribe Foundation, c'est de construire les briques qui vont servir aux autres business units pour se concentrer sur le business. Voilà. Donc, dans notre projet, nous avons eu besoin de fédérer les efforts d'orchestration de VP. Chez VP, on a beaucoup de systèmes d'orchestration historiquement. L'objectif, c'était d'arriver à fédérer tout ça autour d'un effort de la Tribe Foundation avec une offre de service. Donc, on a mené un projet depuis le début d'année qui consistait à étudier les orchestrateurs, puis à se lancer justement pour faire cette offre de service. On est en finalisation de projet, donc on va lancer des gros projets. On en a déjà lancé un sur cette offre. J'ai considéré qu'il fallait découper en 4 parties la façon dont on avait construit ce projet. Donc, on va commencer par faire une petite étude des composants Kubernetes. Je pense que tout le monde connaît au moins 2 noms Kubernetes, mais pas forcément tous les composants. Quand on fait en plus du cloud as a service, avec du kube as a service, on ne connaît pas forcément tout ce qui se passe en dessous. Ça dépend si on a poussé le truc. Et ensuite, nous verrons comment, chez VP, nous avons designé l'offre de service pour les utilisateurs. Donc, dans Kubernetes, en gros, on a 2 gros composants. D'une part, on a le control plane, qui est en gros l'intelligence du cluster Kubernetes. C'est lui qui va porter toutes les configurations et qui va faire les décisions. Et on a les nodes qui, eux, ne sont juste que des boîtes qui vont accepter des ordres pour faire tourner les conteneurs dans l'infrastructure avec un ensemble de règles définies. Le control plane est en gros décomposé en 4 parties. On a un stockage qui est etcd. On ne peut pas changer, c'est immutable, c'est lié au fonctionnement. On a une API qui est là pour valider les objets, un scheduler, un controller manager. Je vais redétailler les composants après. Ensuite, on a des nodes. Les nodes, ils ont besoin à minima de 4 binaires, en gros. Un runtime pour les conteneurs, forcément. Un agent qui va parler à l'API pour savoir ce qu'il doit faire. Un proxy de service et un agent réseau. Au niveau stockage, donc on utilise etcd. C'est un stockage clé-valeur qui utilise le protocole Raft pour faire de la distribution. C'est assez robuste, ça fonctionne bien. On peut perdre un nœud sans problème, reconstruire. Il sait faire du client-serveur, du serveur-serveur en TLS. Nous, c'était une chose qu'on avait à cœur, c'était de s'assurer que les flux étaient sécurisés et authentifiés. Donc, l'avantage de TCD, c'est cette authentification qui va assurer que personne, hormis des gens authentifiés par certificat, puisse se connecter au stockage, puisque c'est le nerf de la guerre du Kubernetes, donc on ne veut pas que n'importe qui y accède. Ensuite, on a un API serveur. Donc lui, il va stocker les datas dans le TCD, il va s'authentifier en SSL. C'est optionnel, hein, on n'est pas obligé de le mettre. Généralement, dans les setups, on ne le voit pas, mais c'est quand même fortement recommandé. L'API est totalement stateless, ce qui fait qu'on peut la scale sans problème horizontalement. Elle supporte HTTP2 et TLS et elle l'utilise de façon très riche avec le support gRPC. Avec ce support gRPC, en fait, l'API va fonctionner avec un système généralement de watch où des clients vont s'abonner à des événements et vont interagir en fonction de ces événements. Donc, c'est super pratique. On verra après comment fonctionnent les autres composants et ce à quoi ça va leur servir. Le scheduler. Donc, le scheduler, il va juste se connecter à l'API. Il est juste là pour regarder les événements qui se passent dessus. Il regarde les objets de type pod. Donc, les pods, c'est quoi? C'est des ensembles de conteneurs. Ce n'est pas un conteneur. Effectivement, par défaut, on va en mettre au moins un. Mais c'est un ensemble de conteneurs. Dans des pods, en gros, vous allez avoir votre application. Vous pouvez avoir des conteneurs qui servent à initialiser votre application et vous pouvez avoir ce qu'on appelle des sidecars. Les sidecars, en gros, c'est des éléments additionnels qui vont tourner avec le conteneur principal pour faire des choses. Par exemple, on pourrait imaginer un agent de télémétrie ou un agent pour lire les logs et les envoyer ailleurs. Le scheduler va sélectionner les nodes en fonction de plusieurs critères. Déjà, il va s'assurer qu'il y a du hardware disponible pour pouvoir faire tourner les conteneurs, puisque c'est lui qui va prendre cette décision.
Il va aussi appliquer les patterns d'anti-affinité si vous les spécifiez. Donc c'est un super avantage quand vous avez une ferme de nodes. Vous pouvez vous assurer que votre appli elle ne tourne pas sur les mêmes nodes. Et il va appliquer les contraintes de politique en fonction des labels qui sont appliqués sur les déploiements, sur les différents objets cubes. L'API server, lui, le scheduler, excusez-moi, il y a un seul master, c'est un quorum en fait. Il y en a un qui prend le token, il le stocke dans le TCD, les autres attendent. Tant que le token est valide, ils sont juste en attente. Généralement, on en met 3. Le contrôleur manager, lui, il va gérer un peu plus de choses. Donc déjà, il va s'occuper de gérer les statuts des nodes au niveau du cube, donc vérifier que tout va bien. Il va s'assurer également que les objets pod correspondent aux règles de réplication. Donc en fait, le scheduler gère l'objet pod, mais quand vous créez des déploiements, c'est un objet de déploiement donc qui crée ce qu'on appelle un objet type réplica set en dessous. Et cet objet va définir un nombre d'instances et donc un nombre de pods que vous allez créer. Donc c'est le contrôleur manager qui lui va prendre ses décisions de créer ces pods et ensuite le scheduler va prendre les pods et les mettre quelque part dans l'infrastructure. Il va également maintenir les endpoints. Donc l'endpoint c'est un objet qui est en dessous de la couche service sur Cube. Donc Cube vous avez des services qui sont des IP en fait auxquels vous allez greffer quelque chose. Généralement ça va être des ensembles de pods et donc ces ensembles de pods sont représentés par un objet endpoint. Et c'est le contrôleur manager qui va s'assurer que les pods valides sont dans les endpoints et donc dans le service. Donc en fait, c'est lui qui va créer cette fameuse grappe de service répliquée. Et il va également créer les comptes de service et tokens par défaut quand vous créez un namespace. Donc dans Kubernetes, vous avez également un objet namespace. C'est juste un espace de nom dans lequel vous allez regrouper des objets. C'est une segmentation logique. Donc par défaut, vous êtes obligé d'avoir un compte de service et un token puisque tout est authentifié. Si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez rien faire avec votre namespace. C'est le contrôleur manager qui gère cette partie-là. Il y a également un master et il fonctionne sur le même système que le scheduler avec un token. Donc généralement, pareil, on en a 3. Au niveau des composants des nodes, donc on en a 4. Donc on a le container runtime, c'est simple, hein, il fait juste que tourner des conteneurs. Ça peut être du Docker, du containerd, du Rocket, enfin ce que vous voulez. Vous avez un agent qu'on appelle le kubelet qui, lui, va se connecter à l'API server et il va écouter tout ce qui le concerne. Tiens, j'ai un pod à créer, tiens, j'ai un pod à détruire, j'ai des volumes à monter. Voilà, c'est lui qui va justement parler au système et au container runtime pour réaliser les tâches associées au pod. Vous avez ce qu'on appelle un service proxy. Donc, chaque node a un service proxy local et l'objectif de ce service proxy local, c'est de créer les IP de service que vous allez créer dans le cube, donc ces services internes virtuels, et de les exposer localement pour faire le load balancing. Alors, effectivement, c'est du load balancing local. Certains pourront dire, du coup, c'est pas super efficace parce qu'on n'a pas de notion de charge en centrale, un peu comme on le ferait si on avait un chat proxy central qui connaît les requêtes entrantes, etc. Le service permet également d'utiliser un système de services externes avec des load balancers. Par exemple, sur Amazon, on peut faire des ELB avec les services. Ce qui fait que du coup, l'IP ne sera pas porté par le service proxy, mais par le LB. Vous avez enfin un network adjoint. Donc dans Kubernetes, tous les nodes sont connectés entre eux. Il faut absolument un réseau privé où toutes les IP puissent se parler. Après que vous ayez un firewall qui bloque des flux avec un système de policy, pas de problème, mais il faut qu'au moins toutes les IP puissent se connaître et être routées. Donc il ne faut pas qu'on ait, par exemple, des choses sur 2 data centers qui ne se parlent pas ou des réseaux privés internes à chaque machine. Ça ne fera que causer des problèmes. En agent, vous en avez plusieurs, il y en a plein. Je présente ici les principaux, Flannel, Calico, KubeRouter. Ça ne va pas être des composants core cube, ça va être des composants additionnels. Alors maintenant qu'on sait comment fonctionnent ces composants, on a fait cette étude, on va pouvoir passer au déploiement du control plane. Alors chez VP, on a 3 data centers principaux et on a besoin de 3 environnements. Il nous faut un environnement de benchmark pour vérifier que le cube fonctionne bien dans l'architecture qui nous a été fournie par notre super équipe infrastructure. On a un environnement de staging, donc de pré-production pour faire, pour hoster nos premiers clients, et un environnement de production. On ne va pas faire de split brain. Chaque cluster cube est dans un DC particulier. C'est très dangereux de crosser les nodes entre les DC, parce que si on perd un DC, on a des nodes qui deviennent orphelins, sachant qu'on a fait une couche de réseau partagée entre les deux avec un VPN ou peu importe, ça devient le bazar. Donc on ne fait pas ça,
on met bien un cube par DC, par région, hein, si on est sur du cloud, voire par AZ. Évitons les split brain. On commence par la première couche, donc on va déjà gérer la partie stockage. On va créer 3 ETCD en quorum. Donc ETCD, ça se met très bien en quorum. On va définir quels sont les nodes dans le quorum, on les met ensemble. Alors nous, on a activé le TLS, donc ça rajoute une légère complexité, puisqu'il faut que chaque node ait un certificat associé et qu'ils se connaissent entre eux avec leur nom. Bon, c'est pas insurmontable, ça se fait bien. Notre objectif étant de mettre beaucoup de conteneurs de VP dedans. On commence un peu costaud, donc 4 CPU, 32 Go de RAM pour pouvoir contenir l'ensemble et avoir le maximum de cache. On y va. En OS, on est sur du récent. Hein. Comme je vous l'ai dit, nous, on est en train de construire cette offre et on a commencé à mettre des services dessus. Une Debian, donc 10.1 maintenant. C'est ce qu'on fait le plus chez VP. Ça fonctionne bien. La version 3.4 est très intéressante. Elle a été réalisée au second semestre de mémoire. Déjà, d'une part, elle va réduire la latence des requêtes. Comme nous, on prévoit un service global, on va tout de suite partir sur cette version parce qu'on va avoir besoin d'un service avec des latences basses, vu qu'on risque d'avoir beaucoup de nodes. Ils augmentent également les performances d'écriture. Ils ont fait des fixes pour qu'il y ait des endroits où on n'ait plus besoin de lock entre les écritures et les lectures, donc c'est vachement intéressant. Effectivement, avant, c'était un peu pénible si on avait une forte charge. Bon, on n'est pas encore affecté tout de suite, mais on préfère s'y préparer. De plus, pour la prochaine version de Cube qui va sortir, alors en théorie, vu ce qui est en train de se passer, elle devrait sortir en décembre, peut-être janvier, ce sera la version par défaut. Les upgrades de Cube se font bien, comme ça on est déjà prêt. On a la version, on l'a benché sur notre cluster de bench, la version 3.4, elle fonctionne. On était en 3.3, on est passé en 3.4 pour faire les vérifications. Je vous ai mis un petit lien si vous voulez voir les détails justement. Il y a des graphes avec des super benches qui ont été faits pour montrer les améliorations. Maintenant qu'on a nos ETCD, bon, bien sûr, on a fait des backups de TCD qui sont réguliers. C'est le nerf de la guerre, il ne faut jamais les perdre. Backup, nous, on fait des backups sur chaque node, comme ça, on est ceinture et bretelles, et on envoie ça dans notre système de backup. Au niveau de l'API serveur, donc c'est la première chose à faire, puisque tous les autres composants vont être connectés dessus. Alors, on a 2 types de clusters actuellement qu'on offre à nos clients chez VP. Des clusters en 1.15 qui sont un peu plus anciens et des clusters en 1.16 qui sont les tout nouveaux qu'on est en train de construire. On les load balance avec du HAProxy. Alors nous, on a choisi du HAProxy en mode TCP parce qu'à la base, on était en HAProxy 1.8, donc il n'y avait pas de support à gRPC de mémoire. Et de plus, les certificats sont portés par les API serveurs. Donc c'était plus simple pour nous. Chez VP, les HAProxy sont fournis par l'équipe infrastructure, ça fonctionne bien. Mais on voulait juste s'affranchir de cette couche certificat au niveau du HAProxy. L'avantage, c'est qu'on est scalable horizontalement. On va observer nos API serveurs, on a des très belles métriques, vous verrez à la fin, il y a tout un système qui existe. On va pouvoir le scale horizontalement, c'est-à-dire que si je vois que mon API serveur commence à souffrir, je peux en rajouter, il n'y a pas de problème. Ce sera certainement un des premiers axes qui sera choisi pour vérifier les hypothèses. Ensuite, on peut aussi le scale verticalement, puisque notre setup de base est de 32 Go de RAM et 4 CPU, ce qui nous semble suffisant pour arriver à gérer normalement plusieurs centaines de nodes. En OS, on reste pareil, du Debian 10.1. On a découvert un petit bug très intéressant qu'on a remonté à la communauté. Comme malheureusement, il n'y a pas tant de gens de ça qui font du ETCD en SSL, si on perd le premier node qui est enregistré dans l'API server, eh ben, l'API server ne démarre pas. Parce qu'il dit je ne connais pas les autres. Donc c'est un peu embêtant. Et du coup, on a fait une belle issue et c'est remonté jusqu'à ETCD, ils ont tout corrigé. Malheureusement, ce correctif ne sera appliqué que sur la 1.16.3 qui est sortie la semaine dernière et ne sera pas appliqué sur les versions précédentes de Cube. Donc, ceux qui utiliseraient du SSL, je vous dirais commencer au moins à partir de là pour éviter ce problème. L'autre point que ça fait également, c'est que si jamais il a démarré et que vous avez perdu ce premier ETCD, vous avez une jolie tempête de log où il dit je ne connais pas les autres nodes alors qu'il leur parle correctement. Donc en termes d'architecture, voici le diagramme. Donc on a une VIP associée au cluster avec nos 2 HAProxy, une flotte qu'on peut scale horizontalement ou verticalement, en priorité horizontale, d'API server, et 3 ETCD, l'autre balancé par les API serveurs en Corona.
En termes de fonctionnalité, donc l'API server va donc supporter ces API et avoir beaucoup d'objets à valider. Et tous ne sont pas activés par défaut. Donc nous, on va s'assurer au moins qu'il y en ait 4 qui soient activés par défaut, qui sont importants pour nous. Le premier, c'est le limit ranger. Ça va servir à valider les limites de ressources. Donc ça consiste à définir que quand il y a des pods, ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite. Donc ça va mettre des limites au niveau C-group sur Linux pour empêcher de dépasser certains seuils mémoire ou processeurs. On reviendra là-dessus quand on parlera des nodes. On active aussi les node restrictions. Donc là, les node restrictions, c'est pour s'assurer qu'on puisse, dans certains cas, définir que des pods, donc des ensembles de conteneurs, vont fonctionner uniquement sur certains nodes. On aurait pu effectivement dire que les pods tournent n'importe où, mais non. On préfère pour le moment, dans un premier temps sur ce projet, au moins se séparer par business unit. Comme ça, on dédie des nodes à certaines business units. On reviendra après sur le modèle choisi. On active également les pod security policies. Elles ne sont pas activées par défaut actuellement. Donc les pod security policies, ça consiste à appliquer des règles de sécurité sur les pods pour les empêcher d'être démarrés. Par exemple, on peut dire je ne veux pas un conteneur en route. Je ne veux pas un conteneur qui a des privilèges. Le conteneur, il doit écouter sur tel range de port. Enfin, tout ce qu'on peut faire en fait en termes de limitation au niveau système pour s'assurer qu'on respecte un ensemble de règles qualitatives et de sécurité. Nous, par défaut, donc on en a une par défaut qui est appliquée sur l'ensemble du cluster. Elle consiste à minima à dire voilà, qu'on ne peut pas être route, on ne peut pas être privilégié. On respecte des ranges de port à peu près standards. Et on ne peut pas faire n'importe quel type de montage. On va se contenter des montages réseau, mais on ne pourra pas, par exemple, monter les partages, le système de fichiers de l'autre. Ça, c'est interdit. Donc, si on ne met pas les pod security policies, quelqu'un pourrait monter le système de fichiers de l'autre et s'amuser à faire n'importe quoi avec, par exemple. Et en plus, être privilégié. Et ensuite, il y a le pod node sector, donc il revient un peu à la même chose que le node restriction. Je vous ai mis le lien si vous souhaitez voir la liste des admission controllers, donc il y en a plein. On peut faire plein de choses, on peut en désactiver. On a également activé une autre fonctionnalité, au cas où, on ne sait jamais. Ce n'est pas activé par défaut, mais on peut configurer l'API server pour chiffrer les secrets. Donc les secrets, c'est des configurations qui vont contenir les secrets. Hein. Dans ETCD, en AES 256, vous fournissez une clé, vous dites à l'API server, vas-y, tu chiffres les secrets et c'est parti. On ne sait jamais si on a une compromission de backup ou quoi que ce soit, au moins les secrets sont chiffrés. En ce qui concerne le contrôleur manager et le scheduler, alors il fonctionne avec un seul node qui fonctionne à la fois. Donc là, on a fait un peu simple. On a donc 3 nodes par DC qui contiennent à la fois le scheduler et le contrôleur manager. Ce n'est pas des choses qui vont consommer beaucoup de processeurs en final, puisqu'ils vont prendre des décisions sur des événements. Donc à moins que vous ayez des tonnes d'événements, ça peut arriver dans le cas d'un crash DC. Normalement, il ne devrait pas trop consommer. Donc, on se contente de 2 CPU, 8 Go de RAM. S'il faut scale, on rajoutera des nodes plus capacitifs et on reprend les anciens. Pareil, on reste sur de la Debian 10.1. En termes de fonctionnalités, on active les fonctionnalités par défaut, bien sûr. Et on va, nous, dans notre système, donc quand on a un kubelet, donc, qui est l'agent qui joint le cluster, hein, je rappelle, l'authentifier avec un Bootstrap token. Le Bootstrap token, ça permet de s'assurer que la demande pour rejoindre le cluster est valide. Et on active le token cleaner qui permet d'invalider ces demandes parce que sinon ça va traîner, ça ne sert à rien. Au niveau du scheduler, on active les node restrictions pour s'assurer qu'on fait tourner les pods où on veut. Voilà. Donc ça, je sais, il y a beaucoup de fonctionnalités. Hein. Donc malheureusement, c'est un gros ensemble de binaires avec beaucoup de choses. On repense toute l'infra. Quand on le monte soi-même, en fait, il faut réétudier toutes ces fonctionnalités qui sont potentiellement cachées sur un provider de cloud ou non activées ou cachées derrière des feature sets du cloud lui-même. Voilà. Donc, je vous invite à relire les slides a posteriori ou à me poser des questions si vous avez besoin des infos plus détaillées. Donc ici, le schéma total en fait, du control plane, donc avec notre système avec l'API server, et on a nos grappes de 3 serveurs qui contiennent le scheduler et le control manager qui passent par la VIP pour se connecter aux API servers. Donc là, nous avons un control plane qui est résilient. On peut perdre des API servers, on peut perdre des contrôleurs managers. Alors oui, on perdra peut-être le scheduler avec, c'est pas dramatique, c'est des quorums. Si un event n'a pas été processé, il sera processé juste après. On peut perdre des ETCD et tout est scalable.
En termes de nodes, alors les nodes, on va dire que c'est un peu le four à choucroute parce qu'on a beaucoup de choix. Alors, la première chose à choisir quand on fait un node, déjà, c'est le container runtime. Il y a en gros deux choix qui sont vraiment valides à l'heure actuelle. Le premier choix, c'est le choix simple, Docker. Voilà, c'est connu, tout le monde connaît. Bon, voilà, ça appartient à une société qui bat un peu de l'aile actuellement, encore plus de ce mois-ci. C'est assez simple à utiliser. Bon, bah, ça marche. Voilà, on met ça comme container runtime. Tout le monde connaît. Le deuxième choix, c'est containerd. Alors, il est un peu plus jeune que Docker, mais en fait, pas tant que ça, puisque au final, il vient de Docker. À un moment, la communauté a un peu râlé et on a sorti des specs et on a même sorti containerd, qui au final est un runtime de conteneur un peu plus générique que Docker. Il a deux limitations globalement, en gros, hein, dans l'intégration Kube. Déjà, il ne fait pas de Docker API v1. Donc, si vous utilisez du Nexus, par exemple, abandonnez. Il n'y a pas d'API v1 de Docker, donc il ne pourra pas lui parler, vous ne pourrez pas télécharger vos conteneurs. Nous, on utilise Artifactory, donc on a la V2, ça fonctionne. Et la documentation pour l'intégrer dans Kube, malheureusement, est un peu manquante. En gros, il y a une idée, tiens, tu pourrais te connecter à un truc, et puis après, en disant truc, en fait, c'est peut-être containerd, j'essaye. Ah, bah ça marche. Voilà. L'avantage de containerd, c'est qu'on a moins de couches, puisqu'au final, il est plus bas niveau, du coup, on a une vélocité et un footprint un peu meilleur sur les machines. Le choix qu'on a fait chez VP, c'est donc ça. En plus, il est supporté par la CNCF. Alors, dans les slides, vous verrez, à chaque fois, je vais mettre sponsor by CNCF. C'est quand même important parce qu'au final, la CNCF a fédère tous ses efforts autour des conteneurs. Donc, quand on fait un choix technologique, si la CNCF le sponsor et qu'il y a d'autres alternatives, pas forcément qui sont sponsorisées, regardez, évaluez. Mais quand c'est un choix qui est fait par la CNCF, généralement, c'est pas si mauvais. Containerd, donc, je reviens dessus. C'est utilisé comme container runtime en fait dans Docker. Depuis l'année dernière, alors si je dis pas de bêtises, la 19.6 peut-être, pardon, 18.9. En fait, Docker, il est plus tout seul. On voit ici une machine Docker, on a un Docker, et en fait, il y a un containerd qui est spawné. Donc en fait, du coup, dans notre choix de containerd, on s'est dit, finalement, à quoi il sert Docker dans notre cas? À rien. Et on va le supprimer. On va juste prendre containerd et ça marche. Voilà. Et effectivement, ça marche. On n'a aucun problème avec, ça fonctionne. Effectivement, il y a une limitation sur l'API v1. Alors normalement, vous n'êtes pas trop impacté, sauf si vous avez des vieux systèmes qui hébergent vos conteneurs. Ensuite, au niveau système, on a un peu de configuration. Donc, une fois qu'on a notre container runtime, on va donc créer ce kubelet. Alors l'avantage, c'est que vous pourriez faire des nodes avec Docker, des nodes avec containerd pour votre bench, on s'en fiche en fait. Chaque node, il a juste une responsabilité, c'est de faire tourner des conteneurs. C'est le kubelet en fait qui va faire l'orchestration avec ce qu'il y a derrière. La première chose à faire, c'est de configurer déjà un peu de DNS, parce que c'est quand même bien le DNS plutôt que parler l'IP. Donc, heureusement, malheureusement, c'est kubelet qui porte cette partie-là, où on va définir le DNS racine, le nom de domaine racine du cluster. Donc, c'est un nom de domaine qui est purement interne. Vous pouvez l'exposer si vous voulez, mais normalement, il est purement interne. Et vous allez configurer les DNS autoritaires pour vos pods. Voilà. Il y a juste un cas où le DNS que vous avez configuré ne sera pas choisi par les pods. C'est si vous mettez dans Kubernetes des pods avec la mention host network à true et que la politique est par défaut. Dès lors que vous choisissez cette politique pour un conteneur, ça veut dire qu'il tourne avec le réseau du node. Donc, avec le système de résolution du node. Donc, il va prendre son resolve.conf, il va le copier, il va utiliser la même chose. C'est un cas assez marginal dans la majorité des déploiements. Ça va servir pour ce qu'on appelle les daemon sets, qui sont en final des agents qui tournent sur les nodes. Donc, en gros, c'est tous vos agents de télémétrie, etc. Ils vont tourner en daemon set. Je reviendrai sur cet aspect après. Un point qui n'est pas par défaut dans les confs et où il faut faire super attention, le kubelet, il va aussi vous protéger de vos conteneurs. Vous avez un système pour réserver des ressources. Donc, réserver des ressources, nous, on réserve 128 MB de RAM, 0,2 CPU, et en plus, on préserve un peu notre disque. Ça évite qu'on crée des conteneurs en se disant, c'est bon, j'ai la place, et puis on a oublié tout ce qu'il y avait un système derrière et il explose. Ah mince, et puis le pire, c'est d'exploser le kubelet. Alors là, c'est fini. Donc,
On réserve un peu de mémoire et de CPU pour dire non, j'ai besoin de ressources pour mon système. Ensuite, on peut mettre des limites disques. Alors, comme on fait beaucoup de conteneurs, on va s'amuser à remplir un peu le disque. Ça va évoluer ces systèmes. On va créer des conteneurs, on va changer de type de conteneur, enfin, des versions, etc. Il y a deux limites à faire attention. Il faut mettre des limites soft et hard. Donc le soft, ça empêchera de nouveaux conteneurs. Le hard, ça va supprimer les conteneurs qui sont en train de tourner. Attention. Si jamais il n'y a plus de place, soit pour les images qui seront téléchargées, soit pour les disques volatiles qui seront créés par les conteneurs. Donc on ne les met pas trop hautes. Généralement, nous, on a choisi une soft qui est à peu près aux alentours de 25% de disques disponibles et une hard à 10%. Ce qui permet normalement d'arriver à faire une bonne rotation. Ok, on a un peu de disques qu'on perd, mais on assure une bonne rotation de disques sur nos machines. Ensuite, on passe au service proxy. Alors, le service proxy, il va exposer ces fameuses IP de service. Donc, tout simplement ce que vous mettez derrière vos déploiements que vous voulez accessibles depuis d'autres pods ou à l'extérieur du cluster. Et on va avoir plusieurs moyens de le faire. En gros, il y en a trois. Soit par IP table, soit par IPVS, ou soit par des load balancers externes. Par exemple, un ELB ou des load balancers GCP. Chez votre cloud provider, en fait, il peut fournir ça. Vous pouvez même le faire en interne si vous définissez une API qui fonctionne. Ensuite, on a plusieurs possibilités. Celui-là d'agent, c'est comme l'agent de conteneur, on peut le substituer avec un autre. Donc, celui qui est fourni avec la distribution Kubernetes, c'est kubeproxy. Il supporte iptables et IPVS. Il y en a d'autres. Il y a KubeRouter qui fait uniquement de l'IPVS. On a Calico, et voilà. Je ne vais pas tout lister parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Nous, on a choisi de rester très proche de la distribution. KubeProxy, c'est supporté par Kube directement. Ça fonctionne. Ça n'ajoute pas de plus de complexité. Ce n'est pas un nouveau composant intégré dans l'infrastructure. C'est bien documenté. Voilà. Comme on n'a pas besoin, à l'heure actuelle, en tout cas chez nous, de load balancing niveau 7, de type load balancer, directement sur une couche HTTP ou autre chose, bon, voilà, ça nous suffit. Si jamais à terme on en a besoin, comme je vous l'ai dit, chaque node est indépendant, donc on pourra très bien avoir des typologies de nodes avec un proxy de service dédié niveau 7. Ce ne sera pas un souci, Kube le permet, après vous labellisez vos nodes, c'est spécifié que ceux-là, ils fonctionnent avec des load balancing de niveau 7. Une fois qu'on a choisi cette solution, alors kubeproxy, du coup, il a deux backends. Le premier, c'est iptable, c'est celui qui est recommandé. Le deuxième, c'est IPVS. Alors, donc iptable, il est assez efficace, sauf que il y a plein de problèmes, en fait, quand on a beaucoup de nodes et beaucoup de pods. Déjà, la première surprise qu'on a eue, c'est que, bon, sur Debian 9, ça marche bien, mais sur la 10, ça fait n'importe quoi. Alors, pourquoi ? En Debian 10, il y a eu le support de NFTable avec la compatibilité iptable qui a été ajoutée. Et bien ça met le brin dans plein de choses, dont le kubeproxy. Parce que le kubeproxy, il va parler avec l'agent iptable standard, qui est un mapping sur NFTable. Et il y a d'autres endroits où il fait d'autres choses. Et en fait, ça fait n'importe quoi et vos règles ne marchent pas. Tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Le moyen de le fixer, c'est simple, c'est on utilise l'update alternative de Debian et on dit retourne sur le iptable legacy. Là, ça marche, tout rentre dans l'ordre. Terminé. Il y a un autre souci. Quand vous avez plusieurs programmes qui utilisent iptable, donc ça peut être le système, ça va être le kubeproxy, mais ça va être d'autres agents, et ben on a des problèmes de lock. Iptable a besoin d'un lock pour interagir, et en fait ça devient le bordel. Parce que il y a des problèmes de lock, et du coup il y a des règles qui arrivent en même temps, et ça devient le bazar. Il y a plein d'issues à ce sujet, je vous en ai indiqué 3. Et malheureusement, dans notre cas, on a besoin d'un proxy de service, mais aussi de network policies. Et les network policies vont passer par iptable. Donc, non. Autre point, avec iptable, la contract, on l'a fait un peu souffrir, hein, surtout avec le service proxy. Quand on va avoir beaucoup de services et de pods, ça va devenir la foire, la choucroute. Donc la contract, il faudra la faire monter, et quand elle commence à être un peu grosse, ça commence à devenir très pénalisant sur les perfs. Le deuxième choix, c'est le mode IPVS, donc c'est une autre partie du système, ça ne passe pas par toute la couche filtering. Ça marche très bien techniquement, il n'y a pas de problème de lock, il n'y a pas de problème de hack à insérer dans tous les programmes pour que ça marche. On a IPVS ADM qui est très bien pour nous faire le reporting des services qui sont exposés.
Donc, quand on est en mode IPVS, on a une création d'interface virtuelle. Et en fait, cette interface virtuelle va porter absolument toutes les IP de service. Et derrière, il fait le load balancing. Si on prend KubeRouter, ils ont fait le même choix. Ils sont partis du même postulat. IPTable, il n'y a que des problèmes. IPVS, ça marche bien. Si vous voulez faire le choix de KubeRouter, il a un petit avantage par rapport au KubeProxy à l'heure actuelle, c'est qu'on peut choisir l'algorithme de load balancing en créant le service. Actuellement, sur KubeProxy, ce n'est pas le cas. En regardant un peu ce qui se faisait, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous sur cette couche benchmark système, on a repris le projet Calico qui a comparé les performances IPTable versus IPVS, indépendamment de leur implémentation. Et on voit bien que quand on commence à scale, IPTable, ça c'est pas super. Ça prend de plus en plus de CPU. Là, ils mettent 1000 services, ça peut arriver très vite. Quand on a une infra mutualisée comme celle de VP, on pourra très certainement y arriver. Ça va très vite, on ne s'en rend pas compte. On pourrait se dire le service, c'est juste l'exposition de mon flux HTTP, mais en fait, il va y avoir le service pour les bases, les services éventuellement pour la métrique si ce n'est pas les mêmes, etc. Donc notre choix final, à la base on était en KubeProxy et IPTable, c'est de basculer en KubeProxy IPVS. C'est benché, ça fonctionne dans notre infrastructure, il n'y a pas de souci. La dernière couche qui nous manque, maintenant qu'on a dit je peux parler dehors, c'est j'aimerais bien parler à d'autres pods, parce qu'en fait ils sont sympas ces gens-là, et j'aimerais bien leur parler. Donc, on va interconnecter des nodes. Le choix que vous allez faire ensuite sur le réseau, c'est est-ce que vous voulez un réseau privé ou un réseau exposé dehors. Ça, c'est à vous de choisir votre design en fonction de votre archi. Nous, on a choisi un design où c'est privé. Ce qui rentre dans le cube reste dans le cube. Il n'y a personne qui peut accéder à ce qui n'est pas exposé explicitement sous forme d'objet ingress. On reviendra sur cet objet tout à l'heure, dans le cluster. Et on ne peut pas accéder en direct au pod. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça permet ça aussi. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Si vous avez un tout petit cluster, du routage statique, pas de problème. Hop, chacun a ses IP, c'est connu. Vous pouvez le faire avec de l'industrialisation, avec un Ansible ou ce que vous voulez. Ça fonctionnera, pas de problème. Vous créez votre bridge, vous dites au container runtime, c'est ici que ça se passe, terminé. Vous pouvez faire du routage dynamique. Beaucoup de technos qui font du routage dynamique s'appuient sur du EBGP. C'est-à-dire que chacun va own son préfixe qui est défini par l'API server au node. C'est comme ça que ça fonctionne en mode dynamique. Et va s'exposer aux autres en se parlant BGP et ils vont se faire un mesh BGP entre eux. Vous pouvez faire du VXLAN ou du IP/IP. Alors vous verrez que beaucoup d'implémentations s'appuient sur VXLAN et sur IP/IP. L'avantage c'est que on met les plugins VXLAN IP/IP, ça fait un joli VPN qui fonctionne bien et ça marche. Ensuite, donc pour allouer les CIDR, voilà, c'est soit statique, soit dynamique. Nous, on a fait le choix dynamique. Donc en fait, quand vous créez votre cluster cube, vous avez 2 CIDR à définir. Un range qui va contenir vos IP de service. Donc c'est là où seront tous les services. Et il ne doit pas overlap avec l'autre, qui est le range où il y aura les pods. Le range où il y aura les pods, c'est là où, quand vous créez un conteneur, il prend une IP qui est associée à un node et terminé. Donc vous avez 2 choix, mais le mode dynamique marche très bien. En fait, en mode dynamique, c'est défini. Les kubelets arrivent, ils disent hey, je suis nouveau, donne-moi le prochain que tu veux. L'API server, il lui donne, ça marche. Alors, ce slide est un peu violent. Je suis désolé pour les ingénieurs réseau, mais malheureusement, je suis obligé de le dire. Donc, on alloue ces 2 CIDR. Il en faut donc un pour les nodes et pods et un pour les services. Mais chaque node a besoin d'un /24 pour ses conteneurs. En fait, si vous allez dans un cluster qui va être gros, la limite de capacité actuelle, c'est environ 100 conteneurs 100 pods par node. Et la recommandation, c'est du /24, c'est simple, ça marche, par node. Malheureusement, quand on fait un cluster avec 5 nodes, on peut mettre des petits CIDR pour les pods, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on veut monter à 1000 nodes, comme nous, c'est un des objectifs. En fait, on a un objectif à 300 avec une croissance assez forte. Il faut passer à un CDR en /14. C'est le seul moyen d'arriver à contenir 1000 nodes avec des /24. Et donc là, effectivement, vos ingénieurs réseau peuvent devenir fous. Donc faites attention. Un /16 pour les services, normalement, ça suffit. Ça assurera 65 000 services. J'espère que vous n'atteindrez pas cette limite. Sinon, voilà. Et en plus, l'avantage, c'est que
bah, c'est une grosse fête à l'IP. En fait, quand vous créez un service, bah, il y a Sera quelque part là-dedans, on ne sait pas où, c'est totalement random, il n'y a rien de prévisible. Au niveau des besoins de VP, donc, si on reprend donc, tout ce qu'on a dit, nous on avait besoin d'avoir un système d'IP dynamique parce qu'il faut qu'on puisse créer des nodes à la volée pour le compute. On a besoin d'un réseau qui est automagique, qui s'apprend tout seul, où on n'a rien à setup, tout se fait tout seul. Et ensuite, donc, il y avait 4 solutions en bench. Flannel, qui est la plus commune, avec 2 modes, le mode VXLAN et le mode Host Gateway. KubeRouter, qui fait ou du tunnel IP/IP ou du BGP, Calico qui fait de l'IP/IP et WaveNet qui fait du VXLAN. Alors on a commencé par tester Flannel, hein, normal, comme tout le monde, en mode VXLAN comme tout le monde. Ça marche pas mal. Pour le setup, c'est facile, hein, c'est kubectl apply-f sur n'importe quel cluster, et puis hop, c'est en prod. Ah non, c'est comme un curl bash, c'est pas super. Donc non, on n'a pas fait comme ça, on a quand même pris le temps de lire l'YAML, de le reformater au propre avant de l'intégrer dans un cluster. Alors, ça marchait pas mal, et puis en fait, il y a un trublion qui est venu. Il a fait un load test pour une application. Et on s'est aperçu qu'on avait des latences de fou et que la bande passante faisait un énorme drop. Donc on a fait des tests hyperf. Entre les nodes, on était à 9,8 gigabits, c'était très bien. En interne sur le node, c'était très bien. Voilà. Et puis dès qu'on passe par le VXLAN, on passe à 3,2 gigabits avec la latence. On a fait un ratio de 3 direct sur la bande passante. Après un peu d'investigation, en fait, donc nous, il faut savoir que notre setup de node, il est flexible, il est un peu comme tous les clouds, il est sur des machines virtuelles. Et le problème de VXLAN, c'est que pour qu'il fonctionne bien, comme la plupart des VPN de ce type-là, il faut 2 choses. Il faut un offload du VXLAN vers des cartes physiques, ce que nous n'aurons pas du coup, vu que nous sommes en VM. Et j'ai oublié de le mettre là, mais dans l'idéal, il faut une MTU à 9000, du jumbo frame, pour qu'on évite d'encapsuler trop de paquets. L'avantage, c'est qu'on en encapsule moins. Donc, comme on n'a ni l'un ni l'autre, eh ben, VXLAN, poubelle. KubeRouter, alors lui, supporte IP/IP et BGP. On a testé en IP/IP juste pour vérifier, bah, ça faisait les mêmes perfs un peu moisis. Hein. Donc, ok, on était sûr, c'était le problème, c'était le VPN avec l'encapsulation. En BGP, ça fonctionne de la même façon. Un petit kubectl apply sur le truc qui est sur GitHub, on ne sait pas ce que c'est. Et ben, comme prévu, finalement, on avait récupéré la bande passante. Parce que comme on faisait plus d'encapsulation et du routage plus simple, on avait récupéré l'ensemble. Donc c'était super. Un autre avantage de KubeRouter, c'est qu'il a 3 fonctionnalités supplémentaires inclus. Un service proxy en IPVS, comme on l'a vu avant. Il supporte les network policy pour faire du filtrage à l'intérieur de votre cluster. Et il permet de faire du load balancing avec du BGP. On a choisi du coup KubeRouter. Alors, j'ai pas étudié du coup Calico ni WaveNet, puisque de toute façon, ils étaient basés sur les mêmes VPN qui nous posaient problème. Donc KubeRouter était la solution. Le BGP, c'est plutôt sexy. Il a une fonctionnalité qui permet, si vous le voulez, d'exposer le BGP à vos fabriques. Comme ça, vous avez accès au réseau BGP du Cube avec vos switches standards. Et comme on avait besoin des network policy, de toute façon, on aurait besoin de KubeRouter à un moment, puisque c'était le meilleur pour gérer ces network policy. Donc, autant éviter d'avoir 2 process et en avoir qu'un avec KubeRouter. Flannel supporte le Host Gateway. Hein. Le Host Gateway, c'est pas du BGP, c'est des routes statiques. Flannel fait lui-même le mesh. Donc voilà, on voulait juste avoir un seul binaire au lieu de 2 à gérer. Pour cette dernière partie, alors c'est bien, on a un joli cube, on a des nodes, mais en fait, c'est comme tout problème avec les conteneurs. Où sont les informations dont j'ai besoin pour faire mon exploitation? Voilà, j'ai des conteneurs qui tournent et mes logs, c'est pas super. Je suis obligé de faire un kubectl log, c'est pas génial. Mes métriques, j'ai rien. La résolution DNS interne au cluster, actuellement, j'ai rien. Donc, c'est pas super non plus. Voilà. Donc, comment je résous ces problématiques? On va commencer par le DNS. Comme on l'a vu un petit peu avant, il y a 2 méthodes. Soit on fait de la résolution externe. Donc, on dit, allez, hop, c'est le resolve.conf de tous les hosts, terminé. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de service discovery.
à moins que vous hostiez le système qui parle à Cube en externe, hein, bien sûr, puisque quand vous créez un service ou un pod, en fait, il va s'enregistrer dans l'API server, il peut se passer des trucs. Voilà. Donc du coup, après, le second système, c'est le système interne avec du service discovery. L'avantage du service discovery, c'est que quand vous avez un espace de nom logique, vous créez un service qui s'appelle, je sais pas, Postgre, et bien tous les pods qui sont dans ce namespace auront juste à appeler le service Postgre et ils auront accès au Postgre du namespace. Ce sera celui-là et pas un autre. Donc c'est quand même plutôt pratique. En termes de solution DNS, globalement, il y en a deux. La solution Legacy, et elle est bien flaguée Legacy, c'est KubeDNS. C'est celle qu'on voit dans les anciennes documentations. Jusqu'à peu près Cube 1.10, 1.11, c'est celle qu'on va retrouver dans les docs. Actuellement, on est en 1.16. Ça marche. C'est du DNS mask avec 3 conteneurs. Il y a un conteneur qui parle à l'API et puis je ne me souviens plus du dernier. Le problème du DNS mask, c'est qu'il est single thread, donc en termes de scalabilité, c'est pas super. Le plus moderne qu'on voit apparaître depuis 1 an et demi à peu près, c'est CoreDNS. CoreDNS, c'est un DNS en Go. Alors, il y a 2 avantages à Go. Déjà, il a accès au Go Routine Go, donc il est super facile à scale en termes de run sur une machine, puisqu'il va pouvoir accéder au thread, au core, etc. Il y a un seul conteneur, c'est du Go, c'est un seul binaire, ça fait le taf. Et j'avais un dernier avantage que j'ai oublié de noter et j'ai oublié. Mais voilà, en gros, voilà, c'est la solution moderne, vous la retrouverez globalement maintenant partout. Je vous ai mis un lien de benchmark, pareil, à prendre avec des pincettes puisqu'il est fait par CoreDNS, qui donne les performances. C'est plutôt pas mal ce qu'on voit sur le benchmark. Je n'avais pas la place de la Matisse. Nous, comme notre service discovery, de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser le plus, mais on va l'utiliser un petit peu. On prend le choix raisonnable, celui scalable. KubeDNS étant marqué déprécié, c'est pas un choix viable. On passe à CoreDNS. Le déploiement, il est très simple de CoreDNS. Vos providers, ils vous fournissent des conteneurs. CoreDNS fournit des conteneurs. Ça va tourner chez nous sur les nodes maîtres, ceux donc, qui sont protégés de l'espace de nos clients. Et c'est un déploiement cube, donc ça veut dire qu'on peut le scale comme on veut. Ensuite, on configure en service DNS par défaut sur tous les kubelets et terminé. Je n'ai pas mis les détails parce que de toute façon, c'est juste reprendre la doc de façon bête et méchante, c'est assez simple. Ce CoreDNS va reprendre le préfixe DNS spécifié sur le cluster, pardon. Et ensuite, vous allez avoir une nomenclature où vous avez le namespace en sous-domaine et ensuite le service. Pour l'accès depuis l'extérieur, donc là, le cluster il est en réseau fermé à l'heure actuelle. Donc, comment j'accède aux ressources depuis l'extérieur? Le choix, il est simple. C'est un objet qu'on appelle un objet de type ingress pour le HTTP essentiellement. On a plusieurs choix sur le marché. Nginx, Traffic, Envoy, Kong, Ambassador, HAProxy, tout ce que vous voulez. Il y a à peu près toutes les solutions qui sont prêtes pour Cube. On en a étudié 5. Ambassador, qui semblait pas mal sur le papier. Nginx, qui est celui qu'on voit le plus souvent. HAProxy, qui est celui qu'on connaît le plus au sens infra, mais moins dans Cube. Kong, qui permet de faire des API gateway, qui est plutôt sympa aussi. Et Traffic. Là, sur le choix, on a fait un choix plus politique que technique, après avoir validé quand même les performances, mais en fait, on a choisi Traffic. Déjà, parce qu'au niveau licence, il est correct. Nginx est un peu une zone de gris en termes de licensing depuis qu'il a été, et de features depuis qu'il a été racheté par F5. Les autres sont un peu trop jeunes, donc peut-être que plus tard, on les réétudiera. En tout cas, Traffic fonctionne bien. Il fonctionne avec l'API, il est très réactif, il supporte HTTP2, il supporte TLS 1.3. Nous, notre minimum, c'est TLS 1.2. Il est scalable, ça marche bien. Autre point assez important, quand vous faites un renouvellement de certificat dans le cube, en moins de 10 secondes, c'est mis en prod, c'est terminé. Bien sûr, il faut mettre la bonne conf, sinon ça pète. Et à partir de la V2, on peut faire du TCP et de l'UDP en ingress. En benchmark, on a fait les benchmarks avec Apache Bench et K6. Et on a pris un service très bête en Golang, qui faisait juste un listener HTTP. Et en HTTP, on monte à 10 000 requêtes secondes avec 2 pods, avec très peu de ressources. En HTTPS, on a 6 000 requêtes secondes. Donc, c'est pas mal.
En revanche, si on scale les pods, on n'a pas beaucoup plus de perf. On gagnera en fait s'il y a de la latence sur les requêtes pour pouvoir redispatcher les requêtes à latence, mais pas sur la requête très rapide. Là, on va être plus sur les limites système des systèmes qui hostent trafic. Ensuite, on a pris un vrai produit. On était à plus d'un K requête seconde. Bon, c'était une appli .NET Core, c'était pas si récent. Donc, elle avait l'avantage d'avoir les mêmes problèmes que Java 1.7, c'est-à-dire que les conteneurs, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, ben, elle avait quelques problèmes de contention. Enfin bon, c'était suffisant, donc on l'a envoyé en production. On a fait une vente, et avec cette appli, on a vendu 32 000 places en 1h40. Donc c'était plutôt pas mal sur le cube. C'est notre premier gros produit qui est arrivé sur le cube. Et donc, avant la production, on avait 2 nodes, et après on est passé à 3, on a scale de 2 à 10 instances, voilà. Le jour de la prod, à 7h du matin, pas d'incident. On a tout vendu en 1h40 et Céline a été contente. Ensuite, en termes de métrologie, normalement, c'est le dernier point. Effectivement, il faut qu'on puisse s'outiller pour voir ce qui se passe dans le cluster. Donc, le besoin, c'est de savoir toutes ces métriques qui sont super utiles. Et il y a un seul outil, malheureusement, qui fonctionne correctement dans du cube, c'est Prom, avec son système de je connais des endpoints et je vais les chercher. C'est le meilleur système qu'on puisse utiliser dans Cube. Heureusement, il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, qui ont déjà prévu toute la solution, qui s'appelle Cube Prometheus. Et c'est CoreOS qui l'a faite. Ils ont assemblé plein de briques cool. Et en fait, du coup, on a un peu de l'automagique encore. C'est-à-dire qu'on va prendre des objets, on va dire, tiens, là, le service machin, il a tel endpoint, démerde-toi, tu prends les métriques. Et en fait, dès que vous créez cet objet cube, automatiquement, tout le système Prometheus se reconfigure et il scrape les métriques. Terminé. Ça marche. En 5 secondes, c'est réglé. Vous scalez un pod, dans les 5 secondes, vous avez les métriques. Au niveau de l'implémentation de base, il est fait en Helm, en termes de configuration de management. En gros, il va mettre des instances Prometheus en achat. Attention, il faut des volumes persistants, si vous voulez absolument que vos données soient là. Il met l'alert manager en dispo. Il intègre un Grafana avec des vues par défaut techniques à ne pas réutiliser pour des vrais graphes, parce que sinon, quand Grafana il est coupé et qu'il revient, vous avez tout perdu. Il prend les métriques des nodes. Ça, c'est super important parce que c'est bien, il y a les conteneurs, mais aussi les nodes. Il faut les bichonner un petit peu. Et donc, on a ce super objet Service Monitor. Ici, en termes de discovery, en gros, ce qui se passe, la partie Prometheus va watch les objets de type Service Monitor qui pointent sur des endpoints avec des labels. J'ai schématisé, ce n'est pas exactement le système, mais en gros. Une fois qu'il regarde un service avec des endpoints, il reconfigure Prometheus, Prometheus scrape les métriques. Terminé. C'est à peu près le schéma de fonctionnement du discovery de pod. Dans l'écosystème VP, donc nous, le Prometheus, il n'est pas de persistant de volume. En fait, on a des Prometheus globaux qui sont dans une fédération. Et en fait, cette fédération va aller chercher les données en mode fédéré sur chaque Kubernetes de VP. Ce qui nous permet d'avoir un Prometheus central avec tout le tooling qui va bien pour que ça fonctionne correctement. Et donc un Grafana global à tout VP où on a les graphes dont on a besoin. Par exemple, un petit graphe comme ça vite fait qui vient de Cube Prometheus. J'ai mon filtre avec mon cluster cube, namespace et le pod, et j'ai les ressources CPU, mémoire et réseau. Là, c'est les métriques basiques. Vous pouvez mettre n'importe quoi, bien sûr, et faire vos graphes. Vous avez à peu près tout ça comme graphe par défaut. Voilà, donc l'API server, les kubelets, enfin toute la santé de votre cluster cube, par défaut, elle vous est fournie avec Cube Prometheus. Donc, on aurait tort de s'en priver, plutôt que refaire tout soi-même. Regardez le projet, benchez-le, mais normalement, vous serez conquis. Enfin, les logs, il reste combien de minutes 4, ça devrait le faire. On a traité la métrologie, mais malheureusement, mes applis, les métriques, ce n'est pas suffisant. Donc, il y a les logs. Par défaut, les logs, ils sont très volatiles dans un système de conteneurs. Ils sont sur un file system du hôte et ils sont supprimés quand le pod est supprimé. Enfin, le conteneur est supprimé, au bout de langage. Sur un OS Docker standard où on aurait juste un Docker, effectivement, on peut monter le volume de l'hôte et écrire les logs là, comme ça on est sûr qu'ils persistent un peu à l'ancienne, on va dire, dans un système local. Sauf que sur Cube, je ne sais pas où est mon conteneur, je ne sais pas quel est l'hôte, et de toute façon l'hôte, comme j'ai défini qu'on n'avait pas le droit d'écrire dedans, je ne peux pas écrire. Donc qu'est-ce que je fais, docteur ? On va essayer de prévenir les opérations à cœur ouvert en production, et comme on connaît les règles, on va
exporter nos logs. Donc déjà, on n'écrit pas les logs sur le disque, sinon il faut utiliser un sidecar et exporter ailleurs que sur le disque du node. On écrit toujours sur un format qui est parsable sur la sortie standard ou la sortie d'erreur, ce qui permet que nos super outils centralisés puissent faire quelque chose avec. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a un format qui se détache sur toutes les solutions que vous allez choisir, c'est le JSON. Vous pouvez faire plein d'enrichissements dessus, vous mettez vos logs dedans, ça marche, et ensuite vos systèmes comprennent tous le JSON, donc pas de souci. Ensuite, il faut choisir un soft. En gros, il y en a 4, FileBeef, Fluentd, Fluentbit, Logstash. À peu de choses près, c'est les plus gros. Nous, on a choisi Fluentd parce que c'était le choix le plus connu. Bon, il est aussi sponsorisé par la SNCF, ça c'est un effet de bord. Et voilà, on avait besoin de features par contre dans Fluentd qui n'étaient pas dans Fluentbit. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème Fluentd, Fluentbit est la réécriture en C de Fluentd, mais malheureusement il n'a pas tout. Et en plus, comme plein de gens à VP le connaissent, bon bah voilà, c'est le choix qui fonctionne. Notre modèle de déploiement, c'est un daemon set. Donc daemon set, ça veut dire que le Fluentd est installé localement sur chaque node. C'est obligatoire. Et donc il est là pour collecter les nodes des pods. Il faut savoir que dans Containerd, les logs sont écrits localement. On les prend, on les pousse. En parsant le nom, on retrouve des métadonnées. En parsant le JSON, on en retrouve d'autres. On a tout ce qu'il faut pour enrichir nos logs. Là, c'est juste pour illustrer l'object deployment. Et ça, c'est dans l'infrastructure avec le système décisionnel. Donc, en gros, on prend le log de Containerd. Au passage, Fluentd va aussi regarder le log cube parce que c'est bien de les avoir centralisés. Il fait sa tambouille, il décide soit de parser les logs si c'est des logs cubes en local, sinon il fait toute sa tambouille pour parser les logs qui viennent des conteneurs, terminé. Après, vous enrichissez ça comme vous voulez, comme n'importe quel parseur. Voilà. Et après, on avait l'isolation de client. Alors, ça, c'est un besoin de VP. Donc, on avait 2 axes d'isolation, les nodes et les pods. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler une minute. Cousi-coussa. Alors, sur les nodes, en gros, on peut spécifier que sur des namespaces, on va pouvoir tourner que sur certains nodes, ce qui assure que vous fournissez des espaces de nom à vos clients. Ils poussent des trucs dedans, c'est forcément sur des nodes spécifiques. Du coup, je vais vite dessus. Et au niveau des pods, on oblige les gens à mettre des ressources, des limites-ranges, donc des ressources limitées en mémoire, en processeur. Comme ça, quand le scheduler est choisi, il choisit un node où il y a des ressources et il n'y a pas d'overcommit. C'est impossible puisqu'on a défini la limite. Sinon, de toute façon, on se prend un out of memory et puis tu n'avais qu'à mieux configurer. Voilà. Et je crois que c'est tout. Chez VP, on a des groupes behavior, where the change. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi, je vais commencer parce que j'ai le micro. Tu parlais des network policy avec KubeRouter. Vous avez essayé? On a essayé. Vous n'avez pas mis en prod? Non, pas encore. Ne le faites pas. D'accord. Enfin, on pourra en reparler, mais il y a en niveau IP table, c'est encore pire en fait, en termes de lock et de gestion de l'IP table. Donc, on peut en reparler. Mais je voulais vérifier parce que si c'était juste mon setup, mais je l'ai vu chez un client et ça a été catastrophique. Et je voulais voir si c'était partagé ou pas. Donc, si vous l'aviez en prod, j'aurais regardé à nouveau, mais là, voilà. Non, malheureusement, on n'a pas encore assez de workload avec des network policy en prod. Bonjour, merci pour le talk. J'ai en fait surtout une question. Comment vous gérez tous vos certificats du coup pour votre cube? Alors, oui, je n'ai pas expliqué, mais dans l'implémentation, nous, on a tout écrit avec Ansible, déjà. On ne voulait pas d'un outil automatisé, KubeADM, tout ça, non. On voulait maîtriser la stack parce que l'objectif, c'était qu'il y ait l'équipe de Foundation, donc qui est qui est l'équipe centrale pour le gros tooling de VP, connaissent Cube correctement pour pouvoir l'administrer. Donc, toute la PKI interne à Cube, excepté je vais mettre de côté Kubelet, elle est gérée avec Ansible. L'upgrade des clusters est géré par Ansible. C'est des process qu'on connaît, qu'on maîtrise par couche. Quand il y a des certificats qui vont expirer, l'avantage c'est que dans Ansible, il y a des modules qui permettent de checker la validité des certificats. Donc ils font le renouvellement, ils les publient. Voilà. Pour les kubelets, normalement il y a l'auto-renew, donc ça doit fonctionner. On n'est pas encore dans ce cas-là, mais on va le tester de toute façon. Tes configs Ansible, elles sont publiques? Non. Ah non, c'est pas... certaines briques qui étaient un peu complexes, on a regardé comment ils avaient fait, je l'avoue. Parce qu'il y a des gens qui le font bien aussi, il n'y a pas de problème.
Non, effectivement, c'est que de l'interne avec quelques spécificités VP, donc c'est pas publiable en l'état. Concernant les runtime de conteneurs, est-ce que dans l'étude vous aviez inclus des choses comme Cryo? Non, c'est concentré sur les 2 gros leaders du marché, en gros Docker Containerd. Pour l'expérimental, peut-être plus tard si ça monte, mais actuellement en fait on fait plus des évaluations de risque sur le marché en premier pour faire nos tests. D'accord. Et rapidement tu disais que vous aviez réécrit l'automatisation Ansible. Est-ce que vous aviez regardé kubespray? Comme je te l'ai dit, à la base non. Par contre, on a regardé certaines solutions quand parfois il y avait quelques petites spécificités qu'on ne comprenait pas. Ça pouvait arriver. Et effectivement, on est tombé sur kubespray. Néanmoins, j'ai regardé l'implémentation de kubespray, je l'aime moins personnellement que celle qu'on a faite. kubespray intègre tout. Nous, on a découpé par briques logicielles de Cube, ce qui réduit la zone de risque. Merci. Merci pour la presse. Sur la partie storage persistant, qu'est-ce que vous utilisez? Alors actuellement, rien. En fait, tous les storages persistants sont à l'extérieur parce que dans notre fonctionnement actuel, on est en train de faire un move vers du pass. Donc, on est en train de construire un pass interne. Donc, normalement, le stockage persistant ne sera jamais dans le cube. Voilà. Sinon, à terme, si l'équipe infra le veut, qui est là-bas, qui ne me regarde pas, il pourrait nous fournir du joli Ceph et ça marche, on l'a benché. Ouais, alors ça c'est bien, mais après ça dépend qu'est-ce qu'il y a comme base de données ou qu'est-ce que tu mets en gros en partie storage en dessous. Évidemment. C'est pour ça que nous, pour les bases, on préfère s'orienter sur du pass plutôt que de le mettre dans le cube. Merci beaucoup.